Les marchés attendaient le NFP toute la semaine et... Le chiffre le plus attendu. Les marchés retiennent leur souffle. Ils vont décider de l'avenir de Wall Street. Les non-farm payrolls. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nombre d'emplois créés le mois dernier aux États-Unis, 235 000. Attendu, 720 000. Et ça, c'était après la mise en bouche de mercredi avec les chiffres de l'ADP qui étaient déjà ressortis catastrophiques. Alors, ça n'a pas empêché les indices américains d'être scotchés sur leur record historique. Hein. Ça, enfin, en tout cas, d'y rester accroché. Même pas peur. Le taux de chômage était lui conforme aux attentes, 5,2%. Et là où ça devient un peu plus délicat, c'est le salaire horaire qui progresse 2 fois plus qu'attendu, plus 0,6%. Mais cette progression des salaires n'est pas sur les bas salaires. C'est ceux qui sont déjà riches, en fait, ils sont encore un peu plus. C'est la raison pour laquelle c'est très contrasté. D'un côté, on a les créations d'emplois qui sont catastrophiques et qui auraient dû entraîner plutôt une hausse des indices, en disant oui, bah du coup c'est très mauvais, donc le tapering et tout ça, hein, tu sais où tu te le mets, hein, GG? Bah oui, parce que comme on dit dans le jargon, bad news is... plus de perfusion. En tout cas, on n'arrête pas la planche à billets tout de suite. Mais cette hausse des salaires supérieure aux attentes montre qu'il y a une pression inflationniste. Alors, est-ce que la Fed prête plus attention aux chiffres du NFP catastrophique ou à une inflation plus forte que prévu? Eh bah, je crois que le marché, il n'a pas décidé encore. C'est pour ça que c'était plutôt la lessiveuse. Ça monte, ça baisse, je sais pas trop, puis finalement, genre non-événement. Alors que la surprise est quand même totale. Hein. Sinon, côté chinois, ça va pas du tout, forte contraction de l'activité, avec les restrictions liées au variant Delta. PMI des services, 46,7. On attendait 54,9. Et je te rappelle que sous 50, c'est une contraction de l'activité. Bref, cette semaine, niveau macro, c'est pas beau. D'inflation, on le voit effectivement au niveau du cours des matières premières. C'est l'indice global qui réunit pas mal de matières premières qui a rompu cette ligne de tendance baissière. Et elle date de 2008. Alors dans cet indice, ça englobe l'or, le pétrole, l'aluminium, le bois et j'en passe. Concernant les prix de l'or, cette hausse s'explique pour différentes raisons et notamment l'achat des banques centrales. Ah, elles ne sont plus vendeuses hein, comme c'était le cas pendant la pandémie. Elles sont repassées nettes acheteuses avec tout de même 200 tonnes d'or achetées pendant le dernier trimestre. 333 tonnes sur les 6 premiers mois. Et d'après un sondage, 21% d'entre elles sont prêtes à accumuler encore un peu. Ou beaucoup. Bref, augmenter encore leur achat. Les principales raisons, c'est déjà leur diversification de leurs réserves, se détacher de l'évolution du dollar et gérer l'inflation. Et concernant les fonds indiciels, autrement dit les ETF qui sont basés sur l'évolution des cours de l'or, bah c'est un peu fluctuant. Hein. C'est pas si acheteur que ça. Alors il n'y a pas que l'or, hein. Il y a également l'aluminium. Là, ça devient un peu tendu parce qu'il y a l'offre qui est en train de se réduire considérablement et ça fait vraiment exploser les cours. Faut savoir que la Chine produit 60% de l'aluminium mondial. Sauf que Pékin s'est lancé à une chasse aux émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Sauf que la production d'aluminium, ça consomme de l'électricité. Et juste la production d'aluminium consomme 7% de l'électricité totale de la Chine. Donc, le gouvernement a dit, no, on va réduire tout ça. Donc, tous les trucs d'aluminium, on réduit la production. Donc, réduction de l'offre, explosion des prix. Donc, c'est très bien pour la planète, c'est un petit peu moins bien pour le portefeuille quand même. Plus 35% de hausse depuis le début de l'année. Et tout ce qui est aluminium, bah, ça se retrouve dans les voitures, dans la construction et bah, dans les canettes hein, de coca ou autres. Hein. Bref, un peu dans tout. Concernant le bois qui avait explosé de 300% jusqu'à la mi-mai, lié à tout ce qui est confinement, rénovation, des taux d'intérêt qui sont très bas, donc on emprunte, on refait la baraque. Bah du coup, les producteurs, ils ont augmenté l'offre, hein, ils ont produit à toute blinde en disant « Oh, les prix augmentent, génial, bim 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 ». Ils ont stocké comme des grands malades de partout, et sauf que depuis, bah, la demande... elle s'est effondrée. Donc les prix, moins 70%. Allez, terminons ce tour des matières premières avec le pétrole, puisque cette semaine s'est réuni les membres de l'OPEP.
plus 400 000 barils de plus par mois produits jusqu'en septembre 2022, donc l'année prochaine, ce qui revient finalement à une production de la même quantité qu'avant le Covid. Alors bien évidemment, on ajustera en fonction de l'évolution du variant Delta, sachant qu'en plus, bon, t'es au courant, il y a eu quand même d'énormes ouragans aux États-Unis qui ont dévasté quand même pas mal de villes. Du coup, ça a entraîné l'arrêt de 95% de la production de pétrole au Mexique. Même chose pour le gaz. Le Ricard, on avait dit avec modération quand même les gars là. Ouais, visiblement pas trop la modération. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Résultat net de Pernod Ricard, plus 300% sur l'exercice 2021. Oui, parce qu'elle a déjà clôturé l'exercice 2021, parce qu'elle a un peu en avance tout ça. 1,3 milliard d'euros de résultat net. Chiffre d'affaires, on est quasiment à 9 milliards d'euros sur l'année. Du coup, l'action Ricard, presque sur des records historiques. Alors Carrefour par contre... Alors pour ça, il faudra remercier Bernard Arnault qui a lâché quand même une petite partie du capital. 5,7% de sa participation, non mais en fait j'en veux plus. 724 millions d'euros quand même. Sachant que l'action est à peu près autour de 16 euros, lui il l'a pas acheté à ce prix-là. Non, il l'avait acheté en 2007. On était entre 40 et 50 balles l'action. Donc autrement dit que il s'est coupé un peu plus qu'un bras quoi. Alors on met pas de stop loss du coup Bernard. Nouveau record historique pour Essilor, tout va bien. Et tout va tellement bien qu'elle a lancé un programme de rachat d'actions. Donc, mandat confié à un partenaire pour la modique somme de 2 millions d'actions. Le rachat a déjà commencé. Date limite pour le faire, 29 octobre. La saisonnalité, comme tu le vois ici, en septembre, généralement pour les indices, c'est pas très bon. C'est un mois pourri. Le pire mois pourri de l'année. Oui, ce graphique est là pour rassurer un petit peu les permabères, qu'à un moment donné, leur heure reviendra, même si ils attendent depuis pas mal de temps. En rappelant toutefois que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc peut-être que le mois dégueu de septembre... Mais bon, peut-être que les stats seront en faveur d'un crack généralisé mondial to the ground. Deuxième graphique. Ça rassurera les permaboules cette fois. Oui, comme ça, il y en a pour tout le monde, on sait jamais. Peut-être que t'es team permaboule, peut-être team permabère, peut-être que t'es team, en fait, je m'en fous, j'essaye de suivre le marché. Colonne de gauche, le nombre de fois que le SP500 réalise de nouveaux records historiques jusqu'au mois d'août. Et à droite, au final, combien il y en a à la fin de l'année de nouveaux records historiques. Et tu vois que, il y en a toujours un petit peu plus au deuxième semestre si on en a fait beaucoup au premier. Bah oui, parce que les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Bref, on a déjà fait 50 et visiblement, ils sont pas prêts de s'arrêter. Suite au NFP, les marchés n'ont toujours pas décidé sur quel pied danser, en tout cas au moment où je suis en train de tourner la vidéo. Ça nous donne des tendances qui sont toujours particulièrement haussières, notamment sur le SP500, sur le Nasdaq et également sur le Dow Jones. Même si lui, il a quand même un peu plus de mal. Alors il a plus de mal depuis un petit paquet de temps. Depuis le 23 août, il a quasiment pas bougé. Va falloir y aller à un moment là, c'est la rentrée là. Oh, le CAC 40, lui, qui a encore un peu plus de mal que l'indice Dow Jones, il a réalisé un rebond, je m'y attendais pas du tout. C'était quand même une belle opportunité sur les 6770 points. C'était dans le carnet de bord en début de semaine. On y arrive, je short. Ça semble quand même un petit peu évident. Sinon, pourquoi on se fait chier à faire des plans si c'est pas pour les suivre? Sauf que, avant le NFP, il me dit... Si jamais le NFP est dégueu, to the moon les indices. Forcément, on essaye de gérer son risque. J'ai pas trop d'avance, je coupe la position. Alors, gain quand même, mais je coupe quand même la position. Et puis finalement, après le NFP, le seul qui a baissé, c'est le CAC. Alors le DAX aussi, mais surtout le CAC, quoi. Donc, dans ces moments-là, on respire, on évite la frustration. Et on passe à autre chose jusqu'au lundi matin pour se remettre un petit peu dans le bain. Réaliser à nouveau des plans. Je te partage ça, pourquoi? Déjà parce que j'ai dit que je partagerai tout, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal et quand ça se passe moyen bien. Parce que preuve qu'avoir un plan, c'est bien, on peut toujours se dire ah bah oui, j'avais bien dit que machin. Le respecter, c'est encore mieux, mais le gérer, ça peut être une autre histoire. 3 points de suspension. Preuve que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça m'arrive aussi. Et en même temps, si c'était à refaire, je pense que je le referai. Alors, je changerai peut-être une chose, je corrigerai un truc, c'est de pas couper la position tout de suite après l'open et d'attendre plutôt midi 13h, tu vois, après on prend la décision et de se dire bon, je coupe pas. Parce que du coup, j'aurais pu garder la position, mettre le stop à BE, atteindre mon objectif et faire la perf de la semaine. Toujours facile après coup, mais voilà, c'est fait, c'est fait. Si ça peut vous servir, tant mieux. Le plan DAX de la semaine, c'était relativement simple. Dans un range entre deux bornes, on va en haut, on achète en bas, on fait pas le en bas, on fait que le en haut, on cherche des ventes en haut. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Ça a été atteint 2 fois ça a donné 100 points. Plan de la semaine prochaine, probablement,
le même, avec plutôt une tendance à garder les ventes dans la mesure où le DAX fait partie, comme l'indice Dow Jones, de ceux qui sous-performent, c'est-à-dire ceux qui ont plus de jus pour continuer à monter. L'euro-dollar lui est revenu dans une grosse zone de vente. J'ai travaillé une première fois et une seconde fois. Je suis encore dedans sur une demi-position puisque j'ai coupé une moitié de position avant le NFP en perte de 25 pips. On m'a posé la question pourquoi tu vends? Parce qu'on est au-dessus des moyennes mobiles. Bah oui, mais on est toujours dans un range alors que la tendance précédente est baissière. Donc j'essaye de vendre les résistances. Même si pour le moment, c'est pas trop bénéfique, hein, ça marche pas à tous les coups. Et comme les marchés n'ont toujours pas décidé de savoir si le NFP, les hausses de salaire, c'est du lard ou du cochon, bah, j'ai toujours pas décidé pour le moment de couper ou pas la position. Je reste moi-même dans le doute. L'argent, lui, a réussi à faire sauter le bouchon après le NFP et cette fameuse zone des 24 $. Toujours dans un canal baissier, on est proche de la même 50 daily. Je vois où je veux en venir. Je rappelle 3 points. Les tendances restent haussières comme le montre la capitalisation totale sur l'ensemble des cryptos qui est passée au-delà des 2200 milliards de dollars, ce qui correspond quand même à une progression de x2 depuis un mois et demi. Vaut mieux prendre ça comme indicateur plutôt que le Bitcoin, lui, reste très poussif, quand bien même il essaye de s'extraire par le haut du range daily dans lequel il évolue depuis maintenant 2 semaines. Le TH, lui, a réussi à s'en sortir alors qu'il était dans la même situation similaire que le Bitcoin depuis quelques temps. Il a pump de 20% depuis quand même. Tant qu'il n'y a pas de signal de retournement baissier sur la capitalisation totale, c'est-à-dire qu'on passe sous la MM20 daily, en bleu, ça reste positif. Deuxième chose, celles qui surperforment, c'est-à-dire celles qui ont explosé depuis un mois et demi, ne s'arrêtent pas. C'est là où ça devient compliqué, c'est que pour rentrer alors qu'il n'y a pas de repli, tu dis si je paye maintenant, je suis un FOMO, Fear of Missing Out. Bah oui, on est sur des configurations exponentielles, comme Solana, Cardano, Luna. C'est plus simple de garder un solde sur des positions qu'on a déjà prises, on va essayer de laisser courir un peu plus longtemps, que de rentrer maintenant. Ce qui nous donne le troisième point. Si on a du mal à payer effectivement les niveaux actuels, ça fait un peu FOMO, euphorie, et on dit oulala, ça fait tellement monter qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. Je partage également cet avis, psychologiquement c'est très difficile. Bah, on essaye de privilégier les retardataires. Alors il y en a certaines qui ont rattrapé déjà leur retard, comme EGLD, IOTA par exemple, qui ont réussi à s'extraire du range dans lequel elles étaient. Comme ça, d'un coup, comme l'Ethereum d'ailleurs. Et il en reste un petit peu des retardataires, donc à suivre peut-être, hein, peut-être qu'à un moment donné elles vont se réveiller. Litecoin, Chiliz ou encore BCH, le Bitcoin Cash. Alors peut-être qu'au moment où tu visionnes la vidéo, bah, elles ont déjà pumpé, mais vu que je tourne la vidéo 2 jours avant, tu m'excuseras. C'est sûr, ça fait moins peur que celles qui sont déjà au taquet. Donc attention, optimiste, oui, mais pas euphorique. Ça veut dire concrètement, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, on nettoie les portefeuilles, on relève les niveaux d'invalidation, les stop loss, on vérifie son exposition globale, on évite l'effet de levier 5, 10, 20. Des fois, je vois des trucs, les mecs qui font 200% de perte dans la journée, je me dis, waouh, le jour où ça perd 2%, ça y est, compte cramé quoi. Donc attention à l'euphorie, même si on n'est pas en période d'euphorie, il y a encore un peu de potentiel, faut être de plus en plus rigoureux là. D'ailleurs, pour aller plus dans les détails, la vidéo de mercredi, le crypto hebdo, je le mets en description, tout ça. Si vous l'avez déjà vu, eh ben un grand merci à vous, parce que vous avez tout pété. Et puis très bon dimanche à vous, ciao!